d'être présent. Je sais que on a pas mal d'inscrits et voilà, pour vous raconter un peu l'histoire de ce colloque, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les Chats Scientifiques sur LinkedIn, où on travaille justement sur le débunkage d'un certain nombre d'informations concernant la vaccination. Et on s'est aperçu, en fin de compte, de plusieurs choses. D'abord que ce phénomène de fake news a envahi les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas de filtre à cette communication de fake news, et que quand on reprenait les études qui étaient faites, en particulier euh, tout ce qui a concerné l'analyse des, des liens entre les fake news anti-vax et les fake news pro-russes au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 25% des gens qui participaient à la création de fake news de chaque côté. On reste dans un contexte qui est un contexte général et extrêmement particulier, et ce serait intéressant de s'interroger sur les causes d'ailleurs de ce conspirationnisme. Une enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch en 2018 avait montré que 16% des Français pensent que les Américains n'ont jamais été sur la Lune, et près de 80% croient aux théories du complot. Donc on est véritablement au cœur de quelque chose qui a une vraie réalité dans la population. Ce d'autant que ce chiffre augmente sous l'influence d'un certain nombre on va dire d'émetteurs, et que les États s'y mettent eux-mêmes. On a vu très dernièrement d'ailleurs qu'un certain nombre de youtubeurs ont été approchés par la Russie pour passer des messages qui étaient des messages de désinformation et de contre-information. Et si on prend un exemple très récent du travail qu'ont fait les services de l'armée de terre concernant le débunkage d'un certain nombre de situations, on se retrouve dans une situation, par exemple, comme celle qui s'est passée au Mali, avec ces montages qui ont été faits par l'entreprise Wagner, qui est une entreprise de mercenaires russes, comme tout le monde le sait, qui ont enterré des cadavres et qui les ont utilisés ensuite, ont utilisé les images pour faire circuler un certain nombre d'informations fausses et décrédibiliser la position de la France dans cette partie de la région. Cette stratégie a été battue en brèche par une surveillance qui a été faite. On a vu les contre-images faites par l'armée française à ce sujet. Donc, il y a très certainement des moyens pour lutter contre tout ça. Et ce contexte général fait qu'il faut absolument qu'on puisse en parler et qu'on soit dans une démarche qui soit une démarche ouverte pour pouvoir dénoncer ce genre d'informations. Il y a quelque chose aussi qui me frappe, c'est que pour le montage de ce colloque, ça s'est passé de manière très simple, puisque on a commencé avec le groupe des Chats Scientifiques à s'interroger, et puis on a été rejoint par Cizé et Guy Nagel qui va intervenir dans la matinée. Et puis il y a Vaccination et Lien Social avec Kalou Lilou qui a décidé de se mettre dans la partie. Donc ça a été une co-construction d'un programme. C'est très intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des îlots je veux dire des îlots, parce que je trouve que dans le déferlement des fake news, on n'est pas très nombreux à se battre. Et tout ça a fait que cette dynamique a été prise en compte assez facilement et que tout le monde s'est mobilisé pour aboutir à cette matinée que j'espère extrêmement profitable à tous. Voilà, donc c'est un peu le contexte général. Il est 45, on va commencer par notre première table ronde. Je sais que Alexander n'est pas encore là. Si, il est là. Eh ben, c'est parfait, on a nos 3 interlocuteurs. Je salue Stéphanie Lukasic qui est présente
à l'écran. Alexander et Pascal, vous pouvez mettre vos caméras. Super, vraiment merci. Merci d'être avec nous. La première table ronde, donc, c'est une table ronde qui est destinée à se poser la question de la naissance des fake news, qu'est-ce qui les génère, en quoi elles consistent, et puis comment elles peuvent comment dire, se diffuser. Donc, pour vous présenter, on a la chance d'avoir Stéphanie Lucasi, qui est enseignante-chercheuse au département d'information et de communication de l'Université de Lorraine. On a Pascal Wagner-Eger, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg. Et on a Alexander Samuel, qui est professeur de mathématiques, docteur en biologie moléculaire, et qui est également whistleblower, c'est-à-dire lanceur d'alerte. Vraiment merci à tous les trois. Alors, Stéphanie, c'est quoi une fake news? Comment ça se crée? Comment vous l'analysez? Comment vous suivez cette formation et cette genèse? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, une fake news, tout d'abord, donc on a on va dire l'usage courant de la définition, c'est-à-dire une information qui est réfutable par une contre-information, telle que le font les plateformes de fact-checking en journalisme. Mais moi, au sein de mes travaux, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des fake news qui étaient beaucoup plus subtiles que cela, et notamment au travers du phénomène de la réinformation. Et en fait, c'est de l'information qui va être manipulée en direction d'une idéologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui a pris toute son ampleur avec les réseaux sociaux numériques, puisque auparavant, on assimilait les fake news à une rumeur, à une fausse information qu'on pouvait simplement réfuter. Sauf qu'avec le phénomène de réinformation, en fait, les médias eux-mêmes sont utilisés en fonction, en direction d'une idéologie, et donc sont manipulés, c'est-à-dire qu'on manipule même l'information vraie pour en faire de l'information fausse. Donc les fake news, en fait, c'est vraiment un phénomène qui est assez complexe et qui ne se résume pas justement à ce type d'information qu'on pourrait réfuter par une simple contre-vérité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire que c'est vrai ou faux, comme le font les plateformes de fact-checking, mais parfois, finalement, l'information est tellement... Moi, j'appelle ça le copier-coller coupé dans mes travaux. Et donc, l'information est tellement coupée que finalement, l'information devient fausse. Donc, c'est comme cela que finalement, les fake news ont pris toute leur ampleur. Et on a pu voir effectivement avec le phénomène des anti-vax. Moi, j'avais pu déjà l'analyser avec les mouvances d'extrême droite, puisqu'à l'origine, cette réinformation, elle vient de ces mouvances-là. Elles ont trouvé ensuite un point d'appui avec les Gilets jaunes. Et par la suite, voilà, ça s'est généralisé pour diffuser toute forme de propagande, finalement, de propagande noire. Propagande noire, ça c'est un concept intéressant. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, propagande noire, en fait, c'est David Collomb qui fait la distinction entre la propagande blanche et la propagande noire. Tout simplement parce que la propagande blanche, c'est manger 5 fruits et légumes, c'est-à-dire que c'est un message pour vous influencer, mais dans le bon sens, alors que la propagande noire, ça va être vraiment de la manipulation pure. Donc, je ne sais pas si je peux continuer au niveau de comment fonctionnent les fake news, pourquoi elles se diffusent aussi rapidement sur les réseaux sociaux numériques. Alors, il faut savoir que depuis une étude de 2018 du MIT, l'Institut du Massachusetts, on sait qu'une information fausse se diffuse plus rapidement qu'une information vraie sur ces plateformes. Mais ce qui est intéressant, en fait, et c'est ce à quoi je me suis intéressée au sein de mes travaux, c'est de savoir que finalement, cette information fausse qui se diffuse plus rapidement qu'une information vraie, c'est dû au fonctionnement même des réseaux sociaux numériques. Moi, je m'intéresse vraiment à la circulation de l'information sur ces plateformes, et c'est dû finalement aux fameux algorithmes prédictifs, c'est-à-dire que ces algorithmes prédictifs qui vont sélectionner pour vous les informations à partir de vos choix initiaux, et ça c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que les algorithmes en fait ne font que reproduire nos actions précédentes. Ils sont contre-productifs finalement, et donc c'est là où va interférer le phénomène de bulle de filtre, et c'est pour cela que finalement
eh bien, tous ceux qui partagent des fake news, en tout cas qui sont susceptibles de les partager, ou de partager des propos de complot, etc., des anti-vax, eh bien, ils vont se retrouver dans une bulle de filtre. Et donc, forcément, ça va créer un effet d'amplification. Donc, c'est comme cela que finalement, ces fake news, on a l'impression qu'elles ont pris toute leur ampleur avec les réseaux sociaux numériques. Mais c'est dû au fait que finalement, on a ce phénomène d'homophilie. Moi, je travaille là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, s'assemblent sur les réseaux sociaux numériques. Et donc, un complotiste est beaucoup plus susceptible de rencontrer un autre complotiste ou un anti-vax. Donc c'est vraiment dû à ce fonctionnement-là. Et puis il faut aussi souligner l'importance finalement du changement d'écosystème informationnel. C'est-à-dire que actuellement, les médias n'ont plus le monopole de l'information. Donc on a vraiment une information, et notamment auprès des jeunes adultes, population que j'ai étudiée tout particulièrement, une population qui s'informe majoritairement via les plateformes socio-numériques. Et on a aussi dû en fait au fait que finalement ce qu'on voit le plus, c'est vraiment l'information qui est partagée par les usagers des réseaux sociaux numériques. Ça, c'est quelque chose qui est assumé de la part des concepteurs des plateformes. Eh bien, cela donne en fait un brouillage de frontières entre les faits réels et les opinions. Et donc, ce qui fait que finalement, quand on se place du point de vue des publics et quand on les interroge, pour ceux qui ne sont pas du tout éduqués aux médias ou à l'information, eh bien, ils n'arrivent que très peu à distinguer les faits réels de l'opinion, surtout quand finalement c'est la même mise en forme. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines formes de fake news, comme la réinformation, utilisent les mêmes procédés que les médias. Et donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui est néophyte par rapport à l'information, c'est assez complexe à identifier. C'est pour ça que moi, j'avais étudié en fait le blog F de souche, qui est vraiment un objet frontière des fake news. Eh bien, il faut vraiment être aguerri à ces procédés-là, puisque quelqu'un qui n'est pas du tout éduqué à l'information, eh bien, s'y trompe, puisque tout simplement, toutes les informations sont sourcées. Et donc, à partir du moment où on voit la source, eh bien, on a tendance à faire confiance. Alors que finalement, la manipulation est beaucoup plus complexe à déceler. Donc, c'est tous ces enjeux-là maintenant qui font que, effectivement, les fake news ont pris une telle ampleur. Et surtout, comme vous l'avez rappelé, à juste titre, pendant les campagnes présidentielles, pendant les campagnes électorales et en situation de crise. Parce qu'une des choses que j'ai pu remarquer également au sein de mes recherches, c'est que finalement, les fake news sont fortement liées au phénomène de défiance envers les médias et les institutions. C'est-à-dire que les gens qui sont plus sensibles à ce genre d'informations-là, eh bien, ils sont dans une sorte de dynamique de remise en cause perpétuelle de ces autorités-là. Donc c'est ça aussi qui peut les pousser à partager ce genre d'informations-là. C'est à la fois pour contester les institutions et le pouvoir. D'accord. Pascal, Wagner-Ringer, chez les personnes qui adhèrent au complot anti-vax en particulier, on va commencer par celui-là, quels mécanismes psychologiques et sociaux sont en jeu? Comment elles finissent par raisonner? On a l'impression quelquefois que ce sont des sortes de tribus qui sont en bulle et qui émettent des tas de pseudopodes avec leurs fake news, mais à l'intérieur de cette tribu, il y a des modes de fonctionnement et des modes de raisonnement qui sont quand même très particuliers et qui ne caractérisent pas le scientifique de base. Par exemple, quand on est médecin comme moi, on se trouve face quelquefois à des raisonnements qui sont complètement délirants. On a presque envie de mettre sur un site humoristique ou des choses comme ça. Et pourtant, ces communautés continuent à grandir et continuent à s'autogénérer et à se développer. Vous le voyez comment tout ça? Oui, alors comme l'a dit déjà Stéphanie, c'est vrai que c'est fake news ou théorie du complot. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même très lié. Comme l'a dit aussi Stéphanie, les sites de réinformation utilisent des fake news et ensuite, avec l'idée du complot, ça permet de dire que les médias traditionnels sont manipulés. Donc on utilise aussi le complot et les fake news un petit peu de la même manière. Alors je dirais qu'au niveau
il y a cet aspect social et politique, hein, comme l'a dit Stéphanie dans la fin de son discours. Cette idée de défiance envers les institutions, ça c'est un phénomène qu'on retrouve dans les croyances aux théories du complot. Donc évidemment, plus les gens sont en bas dans l'échelle sociale, le niveau d'éducation plus faible, plus le salaire est bas, plus les gens sont discriminés, appartiennent à une minorité discriminée, plus ils sont en situation de précarité sociale et plus il y a en tout cas de croyances aux théories du complot. Ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et il y a l'aspect social parce qu'on se retrouve en groupe et on croit la même chose. Donc ça, c'est pour toute croyance aussi, hein, religieuse, de tout type. L'aspect social est très important. Et effectivement, il y a cet aspect Internet. Alors, vous l'avez dit aussi, Stéphanie, Internet, les rumeurs sont amplifiées, elles circulent beaucoup plus vite, elles touchent des milliards d'individus, alors qu'avant, les rumeurs, elles disparaissaient beaucoup plus vite et touchaient moins de monde. Et il y a aussi cet aspect psychologique qui est important parce que c'est aussi, il ressort aussi sur Internet. C'est-à-dire sur Internet, c'est la rencontre entre notre esprit ou aussi notre société, puisque nos groupes sociaux se retrouvent sur Internet, mais aussi notre esprit est attiré par les nouvelles sensationnelles. Hein. La fake news, au départ, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux, mais c'est juste quelque chose d'a priori étonnant. Par exemple, Trump qui est soutenu par le pape, c'était une fake news qui a circulé. C'est étonnant, donc on s'y intéresse de toute façon. Donc il y a vraiment cet aspect psychologique qui fait qu'on est intéressé par les nouvelles étonnantes, les nouvelles choquantes aussi. L'indignation, la colère circulent très bien sur les réseaux sociaux parce que justement, elles circulent aussi dans nos discussions avec nos amis. Donc ça, c'est les mêmes phénomènes qu'on avait déjà dans les discussions sociales quotidiennes, mais qui sont évidemment encore amplifiés sur Internet. Donc on était très vite s'il y a quelque chose de choquant ou quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui fait peur, ça c'est même sans doute un phénomène évolutionniste, c'est-à-dire qui a été poussé par l'évolution, de s'intéresser aux dangers, aux choses qui pourraient nous mettre en danger en tant que groupe ou en tant qu'individu. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens sont très intéressés et tout le monde, nous-mêmes, quand on discute avec nos amis, si tout à coup un ami a une nouvelle étonnante à son propos, on va être tous à la partager, même si on ne la vérifie pas toujours tout de suite, et il y aura des rumeurs qui vont circuler. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà, mais effectivement, avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur un peu nouvelle. Et je dirais au niveau psychologique, on a beaucoup d'études sur les croyances en général, et ce qu'on trouve en général, c'est qu'effectivement, de pensée qu'on appelle intuitif, qui est lié un peu à toutes les croyances religieuses, les croyances au complot, les croyances aux fake news. Il y a une espèce de crédulité plus ou moins forte chez les individus. Et l'hypothèse en psychologie, c'est cette hypothèse des deux systèmes de pensée, peut-être vous en avez entendu parler, qui est intéressante parce qu'elle montre que tout le monde est intéressé par ces fake news et ces nouvelles. Intuitivement, c'est intéressant de savoir si tel est tel a divorcé, si tel est tel pays attaque un autre pays, etc. C'est très intéressant. Et ça, ce serait un système de pensée intuitif que nous avons toutes et tous, y compris les plus grands experts. Et ça explique pourquoi il y a ces erreurs de raisonnement qui sont assez fortes. C'est-à-dire que pour les experts ou les gens plus scientifiques, on corrige en fait ces biais. Mais on les a toutes et tous. Le biais de conjonction, hein, le fait de transformer une corrélation en causalité ou une coïncidence en corrélation puis en causalité, ça c'est quelque chose que tout le monde fait et quotidiennement. Hein. Donc tout à coup, par exemple, l'exemple type, c'est la pleine lune. Vous dormez mal la nuit, vous voyez que la lune est pleine, et si ça arrive 4 ou 5 fois, vous allez former une croyance que la pleine lune peut influencer votre sommeil. Et ça se fait très rapidement. Il y a des études en psychologie qui montrent que trop vite, on forme ce genre de croyance, alors qu'il faudrait des études scientifiques poussées. Il faudrait regarder quand on avait une insomnie mais qu'il n'y avait pas de pleine lune et on le remarque moins. Ou il faudrait regarder aussi quand la pleine lune était là mais qu'on a bien dormi et on l'a pas remarqué non plus. Donc voilà, psychologiquement, on est vraiment attiré par des coïncidences, par les choses bizarres, par les choses, et on en forme des croyances très vite. Et ça, on le connaît depuis longtemps en psychologie, mais évidemment, avec les réseaux sociaux, ben voilà, on peut partager ça dans nos groupes. Et au niveau social et politique, hein, il y a aussi l'aspect, je parlais de l'aspect social, donc les groupes qui sont plutôt en bas de la pyramide sociale, mais il y a aussi les extrêmes politiques. Comme ça a été dit aussi par Stéphanie, l'extrême gauche et surtout l'extrême droite, encore plus, reprend pratiquement toutes les théories du complot et utilise des fake news justement pour lutter contre le système, puisque les deux extrêmes se rejoignent dans le sens où ils aimeraient remplacer le système actuel par un autre, où ils pensent que le système actuel n'est pas ou n'est plus démocratique. Et donc, il y a aussi cet aspect sociopolitique qui est important. C'est passionnant, ça me rappelle
La façon dont vous en parlez, ça me rappelle une phrase, enfin un poème de Victor Hugo qui s'appelle Le mot. Jeunes gens, prenez garde aux mots que vous racontez. Et en fin de compte, ce filtre qu'on a normalement, je dirais sociologiquement ou par éducation, à ne pas raconter un certain nombre de choses qui soient des choses de la propagande noire, pour reprendre l'expression de Stéphanie, en fin de compte, on s'aperçoit que sur le réseau social, il n'y a pas de filtre. Mhm. On n'a pas ce filtre moral qui fait qu'on s'arrêtera avant. Si on est dans un système de croyance, on va de toute façon le faire circuler, même si sur le fond, on n'est pas tout à fait sûr que les choses soient totalement avérées. Ou c'est la croyance qui va faire qu'on va libérer la parole comme ça, ou c'est quoi? Et puis c'est le mécanisme du buzz, hein, parce que on accuse les journalistes, mais en fait nous fonctionnons la même chose. Tout ce qu'on dit du journalisme depuis le début de la pandémie, qui sont attirés par le buzz, par le sensationnalisme, en fait c'est des caractéristiques psychologiques de tout le monde. C'est ça que les gens ne voient pas, et je l'ai toujours répété. Nous aussi, s'il y a dans nos groupes d'amis, on colporte aussi des nouvelles, des potins, des ragots, etc. On aime bien. Donc les nouvelles négatives sont plus intéressantes que les nouvelles positives. Si le train est à l'heure, bah, c'est normal, mais par contre si le train a eu un accident ou s'il y a eu on va en parler, donc c'est quelque part tout à fait normal. Et oui, alors je n'ai pas terminé, quand je vous parlais des deux formes de pensée, j'ai parlé de la première forme de pensée, donc intuitive, hein, qui serait chez tout le monde, et c'est une forme de pensée rapide qui aurait justement, l'hypothèse c'est qu'elle serait apparue parce qu'on a vécu pendant des centaines de milliers d'années comme chasseurs-cueilleurs, et on devait, en fait, le but de notre cerveau n'était pas de connaître la vérité, mais de survivre. Donc pour survivre, il fallait prendre des décisions rapides. Justement, quand on entend un bruit dans notre dos, encore actuellement dans la forêt, si vous allez de nuit, vous allez tout de suite penser que c'est un danger, et ça, c'était justement, la plupart du temps, on va se tromper, donc c'est pas un mécanisme qui nous permet de découvrir la vérité. La plupart du temps, un bruit dans la forêt, dans nos pays, c'est le vent ou c'est quelque chose d'inoffensif. Mais le fait de penser que c'est un danger, d'avoir peur et de partir en courant, ça a pu nous sauver la vie pendant tout ce temps-là. Donc on fait l'hypothèse que certains, en tout cas de ces biais cognitifs, seraient apparus comme ça. Donc ça, c'est la pensée intuitive, et on peut la contrer quand même. Justement, il y a le mode de pensée, le système 2, comme on l'appelle, un mode de pensée plus analytique, c'est celui justement par l'éducation. C'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on peut contrer ces biais cognitifs. Donc l'éducation, la pensée critique, la pensée de type scientifique, ça demande plus d'efforts. Donc c'est pour ça que c'est pas le mode de pensée par défaut. Même nous, quand on est le soir, on se repose devant les réseaux sociaux, on balaye l'info, ça passe vite, on n'a pas le temps d'analyser. Donc ça demande des efforts, et on peut pas toujours le faire. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire, et il y a des gens qui le font plus que d'autres. Donc ça, on trouve dans les études constamment que plus les gens sont justement un peu analytiques, et plus ils sont critiques envers les fausses informations, et moins ils croient aux théories du complot, a priori, sans preuve, hein, parce que les théories du complot, enfin, un complot peut être vrai, mais il faut une longue enquête journalistique, il faut trouver des preuves et les amener devant un tribunal. Donc c'est pas sur Internet que ça va se régler, l'affaire de est-ce que le virus est sorti du laboratoire, c'est pas sur les sites alternatifs, c'est pas avec les croyances des gens qui n'enquêtent pas que ça va se régler. Donc voilà. Alexander, comment ça s'organise les réseaux de désinformation? Comment ça se met en place? On peut parler du pré-bunk, du pré-bunking. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous l'expérience que vous avez de tout ça? Racontez un peu votre histoire parce qu'elle est singulière aussi. Vous êtes, Ouais. vous êtes Ouais, bah, devenu un lanceur d'alerte alors que au départ, vous étiez prof de maths. Donc, c'est tout à fait intéressant. Heureusement, il y a des lanceurs d'alerte qui sont aussi médecins, qui viennent un peu de partout. Donc, mais votre histoire est tout à fait intéressante. oui, alors moi je suis pas un académique qui travaille sur les sujets de la désinformation. J'aime bien lire à ces sujets-là, donc j'ai un peu lu un peu de biblio pour quand même me préparer. Mais effectivement, je ne viens pas de l'univers universitaire, mais j'ai vécu, disons, à l'intérieur de ces bulles de filtre et de ces milieux conspirationnistes. Pourquoi? Parce que bah, au début, j'étais chargé d'éducation aux médias et à l'information à l'académie. Et j'étais spécialiste fake news de l'académie de Nice. Et étant un peu un militant aussi par ailleurs, j'avais des amis qui allaient tout le temps dans les manifestations des gilets jaunes, et j'ai été contacté par, ces militants qui m'ont dit une fake news pour moi, hein, quelque chose qui me paraissait totalement absurde: «Le gouvernement veut tous nous tuer avec les gaz lacrymogènes, il a caché du cyanure à l'intérieur». Donc moi, j'essaye de contrer un peu cette désinformation, calmement, de faire du debunking comme on dit, mais pas public, mais uniquement en privé.
Et puis, je me rends compte, en lisant la littérature scientifique, en allant un peu plus loin, qu'il y avait peut-être un problème quand même de santé publique à ce niveau-là. Parce que la littérature scientifique, comme j'ai un doctorat en biologie, je la maîtrise un petit peu, indiquait que le gaz lacrymogène était métabolisé en cyanure. Donc il y avait effectivement peut-être une base de vrai, quelque chose qui a peut-être déclenché cette fausse rumeur. Et je me dis, mais en fait, c'est peut-être dangereux pour la population. Et d'autant plus que les gilets jaunes vont me transmettre un résultat d'analyse thiocyanate, un dérivé du cyanure, à des niveaux très élevés. Et donc là, je me dis: «Mince, il y a peut-être un problème de santé publique, pourquoi est-ce que les autorités s'y intéressent pas?» Je regarde un petit peu, je me rends compte que les études sont très anciennes, que c'est un sujet qui n'est pas, étudié récemment dans la littérature scientifique. C'est des études des années 70-80 et que c'est passé à la trappe depuis, et pourtant on utilise de plus en plus de gaz lacrymogène. Donc je me dis: «Il y a peut-être un problème de santé publique». Je ne suis pas certain qu'il y ait des doses de cyanure dangereuses pour la santé, mais je me dis: «Ce serait bien quand même de quantifier quelle dose de cyanure, se trouve dans l'organisme de ces manifestants et puis des policiers et puis des passants et des journalistes et de toutes les personnes qui se trouvent dans ces manifs». D'autant plus qu'on utilise de plus en plus de gaz. Et là, je me fais catégoriser fake news. Pourquoi? Je pense que le journaliste qui a fait le travail a malheureusement interrogé un toxicologue. Je ne sais pas quelle question il a posée, mais je suppose qu'il a posé une question du style: «Il y a un gilet jaune qui raconte qu'il y a du cyanure dans les gaz lacrymos, est-ce que c'est vrai?» Un directeur d'un centre antipoison qui va même pas faire de biblio, qui va tout de suite répondre: «Non, mais c'est n'importe quoi». Et de ce fait, ce que je voulais faire, c'était moi inciter les gens à faire des analyses de thiocyanate, un dérivé du cyanure, et l'article de presse a été le contraire. Ça a été de dire: «Ne faites pas d'analyse, c'est n'importe quoi, les gilets jaunes racontent n'importe quoi». Voulant quand même inciter les gens à faire ces analyses, bah, ceux qui m'ont ouvert les portes, ce sont, les gilets jaunes, parfois les plus conspirationnistes. J'ai hésité à y aller. Je me suis dit: «Je vais encore nuire encore plus à mon image publique en allant dans ces médias». Mais j'ai choisi d'y aller en me disant: «Bon, je vais expliquer les choses, sourcer, documenter, être sérieux et expliquer aux gens pourquoi c'est intéressant de faire ces analyses et peut-être revenir avec des résultats d'analyse auprès des journalistes». De ce fait, il y a Maxime Nicole Flyrider, un gilet jaune, très connu pour des théories, assez, spéciales, qui m'a invité et qui m'a permis de passer, alors je suis pas passé physiquement, il m'a écouté et il a retranscrit ce que je lui ai dit. Il a incité les gens à faire ces analyses. Et puis lentement, j'ai été un peu plus pris au sérieux par, des scientifiques, j'ai échangé, j'ai continué et au final, j'ai pu publier un dossier par l'Association de toxicologie chimie de Paris qui, elle, est une instance beaucoup plus reconnue. J'ai pu échanger avec des spécialistes des armes chimiques, notamment avec Dan Cazzetta qui était spécialiste à la Maison Blanche et qui a publié dans Nature, une demande de restriction de l'usage des gaz lacrymogènes. Donc finalement, je suis passé par ce réseau, de désinformation et j'ai eu une deuxième phase où, durant la pandémie, bah, les réseaux par lesquels je suis passé, les réseaux gilets jaunes par lesquels je suis passé, ont invité tous les désinformateurs de la pandémie. Et j'avais été alerté par des gens à Hong Kong, parce que j'avais échangé avec, l'école polytechnique de Hong Kong au sujet des gaz lacrymogènes lorsqu'ils étaient assiégés par la police fin 2019, avant la pandémie. Et là-bas, les psychologues m'ont indiqué qu'une population en défiance, comme ça a été indiqué précédemment, on parlait de cette littérature-là, bah, elle va être plus prompte à croire aux théories du complot. Quand on a une défiance envers les autorités, quand on a déjà, subi parfois des violences policières ou autre chose, hein, pas seulement les violences policières, mais les violences institutionnelles, on peut se retrouver en perte de confiance et à croire n'importe quel gourou qui passe et cetera. Ils m'ont dit: «Toi, tu es une image, relativement connue chez les gilets jaunes, pas, très connue, mais quand même tu as fait quelque chose. Tu es scientifique, tu peux être une sorte de garant de la parole scientifique au sein de ce mouvement». Et ils m'ont incité à faire du pré-bunking. Ils m'ont incité à, sachant que, ils sentaient venir, ils avaient vu un petit peu dans les réseaux sociaux chinois les problèmes sur le coronavirus. En janvier-février, 2020, ils m'ont dit: «Commence à expliquer aux gilets jaunes ce que c'est qu'un virus, comment ça marche et cetera et cetera. Donne-leur des informations et prépare le terrain». Et donc je suis allé dans les réseaux gilets jaunes. D'abord pour alerter, enfin pour expliquer ce que c'était qu'un virus, pour leur donner un peu des informations génériques, sans nécessairement parler seulement du coronavirus, mais en disant voilà, la différence entre un coronavirus et une grippe et cetera, enfin toutes ces choses-là. Et j'ai tenté de faire ce que j'ai pu. Malheureusement, il y a eu une vague ensuite d'intervenants. Alors, c'était à partir du moment où Didier Raoult était vraiment médiatisé par les médias principaux. Heu, tous les groupes gilets jaunes m'avaient déjà invité, étaient d'abord défiants envers Didier Raoult par rapport à ce que je leur avais dit, mais ont commencé à vouloir l'inviter parce qu'il buzzait un petit peu. Et donc du coup, il y a eu un petit peu des 2. Il y a eu des médias, il y a eu une transition à ce moment-là
Et tous ces réseaux de gilets jaunes ont finalement adhéré à toute l'idéologie un peu bizarre parfois des théories très très farfelues de la 5G, etc. Il faut savoir qu'il y avait un terrain déjà propice au départ. Et je pense que ça peut être intéressant que je le décrive un petit peu. Alors ça, c'est vraiment de l'expérience personnelle, c'est pas du scientifique, hein, évidemment. Il y a, en fait, dans les réseaux, quand moi je voulais intervenir sur les gaz lacrymogènes au sein de ces réseaux gilets jaunes, on m'invitait à des événements. Et je me disais, c'est intéressant d'y aller pour pouvoir propager au moins cette information-là. J'hésitais à y aller, mais à chaque fois, il fallait que j'y aille en acceptant de passer au milieu d'une série de choses totalement contestables et bizarres. Moi-même, j'intervenais un petit peu en marge, mais si j'intervenais trop fort, je braquais tout le monde, je n'avais plus d'écoute. Donc j'étais obligé je choisissais de ne pas adhérer. J'essayais d'être intègre à ce niveau-là, de ne pas dire: «Je crois en toutes vos théories». Il y avait des gens qui étaient dans le Levothyrox, il y avait des gens qui étaient dans plein de choses, hein. Il y avait plein de scandales sanitaires et cetera où ils partaient très loin. Je leur disais: «Écoutez, ça m'a pas l'air très, très bien documenté». Je leur proposais des méthodologies pour vérifier leurs affirmations. Je leur disais: «Tu pourrais vérifier comme ça, tu pourrais vérifier comme ça». Mais j'étais obligé quand même d'apparaître au milieu de tout ça et je me demandais si j'étais pas finalement une caution aussi pour ces choses-là derrière, en étant moi-même sérieux. Et il y avait ces différentes inquiétudes. En tout cas, pour exister dans ces milieux militants, il est important de ne pas se mettre à dos tout le monde, de ne pas s'opposer aux propos des autres et d'apparaître dans une série finalement de, lanceurs d'alerte entre guillemets, où certains sont sérieux et d'autres peut-être moins. Certains sont, honnêtes, d'autres non. Certains veulent faire de l'argent, certains veulent de la gloire, certains sont juste convaincus, à juste titre ou, par erreur. Tout est possible et donc j'ai découvert un peu tout ça et je voulais pondérer un petit peu, les choses qui ont été dites précédemment pour ouvrir un petit peu le débat, ça peut être intéressant. Sur cette notion de bulle de filtre, que je trouve qui a été très bien étudiée, hein, il y a quand même une littérature scientifique assez abondante à ce sujet. Je me demande à quel point cette, notion est quand même, nouvelle et dans les milieux militants, par exemple, avant internet, il était possible de se réunir parce qu'on avait un objectif commun et donc on se voyait et on s'enrichissait uniquement des contenus qui allaient dans notre sens, dans le but de militer. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ce phénomène-là, c'est aussi parfois un peu volontaire d'aller dans cette bulle de filtre pour pouvoir militer. D'autant plus que il y a une envie aussi, quand on veut militer, d'aller vers les groupes opposés aux nôtres. Et donc, les personnes qui militent ont tendance également à ne pas uniquement être enfermées dans leur bulle de filtre, mais à aller chercher ceux qui pensent pas comme eux, les moutons en quelque sorte, pour les réveiller. Et donc ils ne sont pas coincés dans leur bulle de filtre, ils voient les contenus qui ne vont pas dans leur sens. Ils vont pour les commenter, ils vont pour justement les détruire et les casser. Donc je pense pas que la notion de bulle de filtre soit, elle est pertinente effectivement, mais soit le seul aspect à regarder tout le temps. J'aimerais bien faire une ouverture sur ça aussi un petit peu. Ça m'a l'air un peu intéressant. Et j'ai lu récemment une étude que je trouve très intéressante. Alors là, c'est pas mon travail, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une étude australienne de Tay et al. De décembre TAY, hein, il s'appelle, de décembre 2021, qui m'a un peu retourné les choses parce que le pré-bunking, alors je vais essayer de détailler un peu ce que c'est. C'est, la principale forme de pré-bunking, c'est l'inoculation, on l'appelle. C'est de, donner des outils, on va dire, à une personne pour ne pas tomber dans un piège. Une méthode classique, un truc, historique qui s'est fait, c'est par exemple, sur le changement climatique, un pré-bunking a été fait, avec l'industrie du tabac. Donc en gros, l'industrie du tabac a payé des scientifiques pour faire croire qu'il n'y avait pas de lien entre cancer et tabac et cigarettes, quoi. Et donc, pour faire ça, ils ont payé des scientifiques, il y a un vrai «complot» entre guillemets qui a été établi, qui a été mis à jour et cetera. Et en parlant de ça, en montrant les mécanismes qui ont été mis en place, on a essayé de lutter contre le négationnisme du, changement climatique. Donc, il y a des études qui sont sorties sur ça, qui ont montré qu'en parlant de ce phénomène comment l'industrie du tabac s'y est prise, on peut contrer ce que l'industrie pétrolière a essayé de faire également. Donc il y a eu une certaine efficacité en expliquant, la manière dont les scientifiques ont été payés sur un sujet qui est différent, nous montrer, que sur ce sujet-là, les mêmes mécanismes peuvent être en place et donc la personne est un peu immunisée contre ce procédé, on va dire. Il y a d'autres types d'inoculation qui existent comme le serious game, c'est-à-dire faire des jeux où on joue à, être un désinformateur. Il y a 2 jeux que je cite, Go Viral Game et Get Bad News, qui ont fait l'objet d'études, qui ont montré qu'il y avait une, moins grande disposition à croire en des théories fausses, qu'elles soient explicites ou implicites, lorsqu'on joue à ce jeu avant, par exemple. Parce que ça nous permet de prendre conscience des biais, des méthodes de manipulation et cetera.
Et puis l'étude de Tay et al. M'a un peu retourné le cerveau parce que finalement, elle a étudié de manière, contrôlée, randomisée, heu le debunking comparé au pré-bunking et a montré que le debunking était plus efficace que le pré-bunking. Donc en fait, il y a quand même quelques avantages au pré-bunking. C'est que le pré-bunking couvre tout type de désinformation. Ça couvre la méthodologie finalement, la manière de faire, donc ça couvre beaucoup de désinformation, mais d'une manière moins efficace qu'un debunking sur un sujet précis. Ils ont également montré, que le debunking n'était pas toujours optimal. Il y a des manières d'optimiser le debunking. Notamment, ils choisissent de choisir une source fiable, de pointer les incohérences sur les faits, et de pointer les stratégies employées par le désinformateur. Ces 3 éléments sont beaucoup plus efficaces que de juste contrer une désinformation, dire s'opposer en tant qu'autorité, par exemple, tout simplement. Donc en choisissant les méthodes les plus efficaces de debunking, on arrive à être plus efficace que le pré-bunking, mais de toucher un moins large spectre. Donc voilà, je voulais partager un peu ces choses-là. Je voulais aussi pondérer, l'idée sur la pyramide sociale, que ce soit les personnes les plus défavorisées socialement qui sont, promptes à aller vers la désinformation. Heu, je pense que c'est tout à fait vrai, mais je voudrais apporter une petite nuance. Je pense que le mécanisme en jeu est principalement dans celui de manque de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand on se sent dévalorisé par rapport à ce qu'on est, on a un besoin d'exister socialement également. Et je pense que c'est les théories de la radicalisation que je trouve très intéressantes, hein, qui sont en jeu. Donc c'est le need de la personne, le besoin de la personne de reconnaissance qui va parfois la pousser à partager certains contenus et en ce sens, heu, c'est pas nécessairement les plus défavorisés socialement, c'est les personnes qui sont pas au statut où elles pensent qu'elles devraient être, socialement. Je pense que c'est peut-être une nuance que je pourrais apporter, mais j'ai pas d'études. Alors je serais curieux s'il y a des études qui contrent ce que je dis ou qui permettraient d'apporter un peu plus d'éléments sur cette idée-là. Pascal, Stéphanie, vous avez des points de débat avec Alexander? Ah, vous êtes en mute. Pardon. Oui. Je ne sais pas si vous voulez commencer ou... Allez-y, Oui, je pense que Oui. oui, tout à fait. Il faut qu'on commence la discussion et puis on va ouvrir d'ailleurs la discussion aux différentes questions qui peuvent se faire jour. Quand vous voulez poser une question, vous n'hésitez surtout pas à allumer la petite main jaune qui se trouve dans la barre d'outils et je vous passerai la parole. Bien entendu, vous vous présentez, vous nous dites en quelle qualité vous souhaitez intervenir. On peut être médecin et intervenir comme un citoyen, on peut être institutionnel et vouloir intervenir également comme un scientifique, on peut être les deux. Donc ça permet d'apporter de la transparence au débat et je crois qu'on a tous besoin de cette transparence, on y aspire, donc que chacun fasse l'effort de cette présentation de qualité. Donc on attend vos questions, il n'y a aucun problème. Je vous passe la parole dès qu'il y a une main jaune qui s'allume. Stéphanie. Donc oui, donc je vais répondre à Alexander, donc merci. Alors oui, je suis totalement d'accord. En fait, les bulles de filtre, c'est pas du tout un nouveau phénomène finalement, mais tout comme les réseaux sociaux en fait. C'est pour ça que dans mes travaux, en fait, je parle de réseaux sociaux numériques parce que je pars de l'origine des réseaux sociaux qui sont en fait l'entourage social des individus, qui datent en fait on a étudié déjà ces réseaux sociaux-là à partir de 1944. Donc c'est un cadre théorique en fait sur lequel j'ai fondé ma thèse, c'est-à-dire à partir du fonctionnement des réseaux sociaux classiques, comment se comportent les individus. Et c'est pour ça qu'effectivement les bulles de filtre, on les retrouve comme dans tout entourage social classique. Mais la différence pour moi en fait, comme vous l'avez justement dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs bulles de filtre. Avec justement des hétérogénéités à l'intérieur de l'homogénéité, donc c'est très complexe. Mais la différence principale, en fait, avec ces réseaux sociaux numériques-là, et c'est pour ça qu'on parle de bulles de filtre, c'est qu'en fait, il y a deux types de réception de l'information. Il y a la réception de l'information qui est complètement nouvelle, c'est par sérendipité, c'est-à-dire au hasard. C'est-à-dire que quand on va scroller le fil d'actualité, on va tomber au hasard, on n'aura pas fait l'effort en fait d'aller sur telle ou telle information. Et ce que vous avez justement rappelé, c'est-à-dire que vos militants, ils font l'effort d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, il me semble.
Donc c'est ça aussi la différence en fait. Il y a les deux réceptions. Donc d'un côté, il faut faire l'effort d'aller voir ce qui se passe au dehors de nos pensées premières, mais en même temps, il y a ce fort accès par sérendipité au hasard qui nécessite pas du tout d'effort, et c'est ce à quoi finalement les jeunes sont très confrontés actuellement, parce qu'ils tombent sur l'information au hasard et ils font pas du tout l'effort d'aller rechercher l'information. Et ça, c'est assez, ça constitue le cercle vicieux avec les fake news, puisqu'ils vont diffuser sans réfléchir, en tombant au hasard sur cette information assez attirante, hein, finalement attractive, et donc ils vont relayer pour effectivement se faire octroyer, moi, ce que j'appelle des gratifications, c'est-à-dire les likes, les repartages, etc., pour avoir une certaine reconnaissance au sein du groupe de leur réseau. Donc effectivement, donc les bulles de fil, c'est pas du tout une nouveauté. Vraiment, j'insiste sur ce côté-là parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, déjà dans l'appellation, elle est un petit peu incorrecte. On devrait parler de réseaux sociaux numériques parce que la nouveauté, c'est vraiment dans la transposition numérique. Et ensuite, je voulais rebondir aussi sur, juste oui, pour compléter, d'ailleurs, c'est pour ça que les créateurs des plateformes, en fait, utilisent les mêmes mécanismes sociaux à l'œuvre sur les réseaux sociaux classiques. Il faut savoir qu'ils ont un laboratoire qui est en sciences humaines et sociales sur les mécanismes de persuasion. Voilà, comment on peut persuader les gens d'interagir sans cesse. Et une autre chose, alors je vous rejoins aussi sur la nuance hein, par rapport aux complotistes et puis surtout à ceux qui ont moi j'appelle ça une réception de l'information marginale, finalement qui ne vont pas adhérer aux médias de masse, hein, à cette vision mainstream. Moi je me suis intéressée au sein de mes travaux à ce que j'appelle les leaders d'opinion marginaux, c'est-à-dire ceux qui sont très présents et très actifs sur les réseaux, qui ont, contrairement aux idées reçues, fait des études. J'en ai même un qui avait fait Polytechnique et qui m'explique que voilà, que en fait, alors, il ne va pas partager des fake news, mais il va y avoir une tendance, par contre, un petit peu à être anti-système et à rechercher de l'information alternative. Donc effectivement, au sein de cette pyramide sociale, effectivement, il y a des personnes qui vont être plus ou moins éduquées. Mais c'est vrai que finalement, en tout cas moi ce que j'ai pu observer, il y a quand même une certaine hétérogénéité dans cette réception marginale de l'information là. Et comme on peut le voir aussi avec le succès de la chaîne Thinkerview, c'est-à-dire que c'est un média qui est classé comme un média alternatif, hein, qui parfois a des invités un petit peu controversés, mais qui néanmoins suscite un certain engouement sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer aussi. Et aussi, il faut le souligner, pour moi, en fait, je l'explique comme cela, ce détournement de certaines personnes qui sont à l'origine très exposées aux médias, qui s'informent énormément, c'est dû en fait à la prolifération d'informations générales dans l'espace médiatique au détriment des informations spécialisées. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de rubricards, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialisées en économie, dans tel ou tel parti politique. Et on retrouve en fait des personnes qui sont polyvalentes, mais ça c'est dû en fait au système médiatique actuel, qui nécessite une certaine polyvalence en raison des coûts économiques des médias et des restrictions budgétaires. Et donc effectivement, il y a certaines personnes qui recherchent en fait une information spécialisée et qui ne se retrouvent pas du tout dans l'offre médiatique telle qu'elle est proposée actuellement. Donc c'est pour ça aussi que même au sein des médias, on a d'autres formes de journalisme hein, qui jaillissent. Je pense notamment au journalisme de solution, qui essaie justement de recréer ce lien avec certaines communautés de lecteurs. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte selon moi dans tout moi je parle d'écosystème hein, médiatico-socio-numérique, qui est assez finalement complexe quand on essaie de l'étudier. Voilà, je pense que j'espère que j'attends vos réactions. Olivier, on vous entend. Pardon, je suis en mute. Sur ces médias, justement, il y a des choses qui, nous, dans la communauté médicale, par exemple, il y a des choses qui nous ont surpris. C'est cette appétence pour un certain nombre de confrères qui ont troqué la blouse blanche contre la passion pour le micro, dont un certain médecin épidémiologiste qui a fait plus de 2000 interventions sur les médias en l'espace de 13 mois. Si vous calculez, ça fait 4 par jour. Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, puis surtout, ça met de la distance vis-à-vis de la pratique en tant que telle pendant une crise sanitaire. Mais ça, c'est une conséquence que visiblement qui le gênait pas beaucoup. Mais cette espèce de création de gourou par les médias, elle donne aussi à la personne qui prend cette position, une position un statut très particulier, une aura très particulière, une diffusion de ces informations qui sont, pour certaines, en ce qui concerne cette personne, extrêmement rassuriste par rapport à la gravité de la Covid. Donc, comment on peut aussi trouver quelque chose de raisonnable là-dedans? Parce qu'inviter 2000 fois une personne sur 13 mois pendant une crise, il y a un problème quand même. C'est quelque part, voilà. Comment vous voyez la position des médias par rapport à ça? Je peux continuer à répondre? Oui, bien sûr. Oui, oui, alors moi, en fait, je vois cela en raison notamment d'une forte concentration des médias, tout simplement dans la capitale. Et donc, effectivement, ils sont tentés de faire appel toujours aux mêmes experts. Et surtout, il faut le dire, il y a une figure de l'expert qui est assez favorisée par les médias, c'est-à-dire quelqu'un qui s'exprime bien, qui va s'exprimer simplement et qui va être aussi disponible, parce qu'il y a une question aussi tout simplement de praticité. Donc il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, de la nécessité des médias aussi de faire appel à ces experts, parce que effectivement, déjà, avec les chaînes d'information continue, il y a quelque chose qui a bouleversé en fait la temporalité médiatique, c'est-à-dire que on doit faire de l'information en continu. Donc ça, c'est quelque chose, on doit tout simplement combler du temps médiatique pendant l'antenne. Donc ça, effectivement, ça nécessite en fait une expertise. Et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit précédemment, on a de moins en moins de journalistes qui sont spécialisés, par exemple, en santé. Et ça, c'est dû à quelque chose, à une sorte de mouvance de la manière dont on est formé aussi. Moi, à titre personnel, en fait, à l'origine, j'ai une formation de journaliste. J'ai fait une école de journalisme en France. Et c'est vrai qu'on nous apprend à être polyvalent. Et donc, on se spécifie. On n'a pas une spécialité dans tel ou tel domaine. Alors maintenant, le journaliste doit être garant quand même d'une certaine cohérence. Et il est vrai que parfois, moi, ce qui me frappe le plus, parce que je m'intéresse surtout en fait à la réception du côté des gens, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens font des médias et comment ils les reçoivent. Ce qui m'a frappé le plus, c'est vraiment cette confusion de l'expertise. C'est-à-dire qu'au moment de la pandémie de Covid-19, les personnes que j'avais interrogées, notamment par rapport au cas Raoult, ne savaient plus quelle personne était spécialiste de quoi et qui était le plus légitime à prendre la parole. Donc, par exemple, un Christophe Barbier était parfois confondu avec un médecin chez des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de le voir. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, qui, pour moi, est quand même de l'ordre de la responsabilité médiatique, parce qu'ils sont censés tout de même essayer de rendre audibles en fait les différentes compétences de chacun et chacune. Ce qui n'est pas évident en fait quand on regarde la configuration d'un plateau de télévision par exemple. Et donc on a tout le monde au sein du plateau logé à la même enseigne. Et alors pour reprendre une émission qui est vraiment typique de cet effet pervers-là de l'expertise un peu floue, c'est vraiment touche pas à mon poste. C'est-à-dire qu'on avait un débat entre un avocat et un médecin, par exemple, alors que c'est pas du tout, ça relève pas du tout d'une expertise d'être avocat en santé. Donc il y a encore une fois, ce brouillage de frontières-là entre faits, opinions, et plus important entre compétences et vision des choses, analyse un peu à partir de sa personnalité, qui crée en fait cette confusion des genres. Ça, on l'a vu en fait apparaître avec l'ère de l'infotainment, c'est-à-dire le mélange de l'information et du divertissement. Mais il faut savoir que maintenant, ça touchait déjà la politique, mais là, ça touche vraiment des sujets beaucoup plus sérieux et qui sont plus problématiques, notamment comme le vaccin.
Alors, on a une question de Guy Nagel. Guy a créé CISE et il intervient tout à l'heure. Merci Guy. Merci Olivier déjà d'avoir invité. Effectivement, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai. Est-ce qu'on m'entend correctement d'ailleurs? Oui. Très bien. Alors, c'est une question, enfin, l'intervenant qui souhaitera répondre, qui est un petit peu, je pense, dans le fil droit de ta dernière question, Olivier. Et moi, qui m'intéresse à titre personnel, j'ai été assez surpris, en fait, lors du début de la guerre en Ukraine, de voir à quel point, non pas il y avait de la fake news sur l'Ukraine, ça ne m'a pas vraiment surpris non plus, mais à quel point assez rapidement les experts, on va dire, covido-sceptiques, se sont repositionnés avec une facilité déconcertante sur des questions de géopolitique. L'Ukraine, moi, je pensais benoîtement à la base qu'au fond, on va dire les divergences d'opinion que l'on pouvait avoir avec nos amis anti-vax, peut-être par la suite, elles pouvaient être surmontées sur d'autres sujets. Et pas du tout. Et je prends un exemple, hein, sur LinkedIn, il y a un profil qui est à la fois anti-vax, climato-sceptique, pro-russe, qui est urologue, hein, d'ailleurs, je crois, de formation, hein, si je pense à celui-là. Et en fait, c'est la question du côté des faiseurs de fake news. Finalement, quels sont les ressorts psychologiques, j'en sais rien, qu'est-ce qui les pousse à se croire finalement investis d'une espèce de connaissance universelle qui leur permet d'être experts de tout et de s'exprimer tout le temps sur tout. Voilà, c'était le sens de ma question. Qui veut répondre, Pascal? Parce que ça, c'est un phénomène qui est absolument pas surprenant. C'est-à-dire que moi, je l'avais déjà observé avant la pandémie. Il y a en Suisse romande, si vous avez, je pense, entendu mon accent suisse, en Suisse romande, donc francophone, il y avait un groupement de gens qui demandent la réouverture, hein, le Reopen 9/11, la réouverture de l'enquête sur le 11 septembre aux États-Unis. Et donc, l'association a perdu petit à petit, depuis 20 ans, du crédit, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient plus grand-chose. Quand il y a eu les commémorations, on a de nouveau eu une petite conférence, mais il y avait beaucoup moins d'engouement puisqu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas de nouveaux éléments. Voilà, il n'y a pas de raison apparemment dans les tribunaux pour réouvrir l'enquête, donc bon, il ne se passe rien. Et la pandémie est arrivée et ils ont tous sauté sur l'occasion. Donc en fait, donc sur les théories du complot du Covid. Et ça, en fait, depuis nos premières études en 2005, 2006, on a le premier résultat qu'on trouvait quand on pose la question aux gens à quel complot croyez-vous, en proposant toute une liste de différentes théories du complot. En fait, il y a des corrélations assez fortes, c'est-à-dire que le meilleur prédicteur d'une croyance à un complot, c'est la croyance à un autre complot. Et c'est pas totalement absurde, parce que si vous pensez que le gouvernement des États-Unis est assez cynique pour faire un faux attentat terroriste contre sa propre population lors des attentats du 11 septembre, ce qui est la théorie du complot, bien vous pouvez penser que ce même gouvernement peut faire les pires actions tout le temps, et les autres gouvernements vont en faire de même. Donc les Anglais, les Français vont faire de faux attentats terroristes, Charlie Hebdo, etc. Donc voilà, c'est presque quelque part, c'est une espèce de pente glissante un peu logique, c'est-à-dire, mais qui est évidemment fausse à la base, puisqu'on croit sans preuve suffisante. Pour moi, les théories du complot, je les définis comme des accusations de complot, parce que des complots, ça existe, hein, c'est une action malveillante faite par un petit groupe de personnes en secret. Donc, c'est des accusations de complot sans preuve suffisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves, puisqu'on n'est pas en train d'enquêter et on n'apporte pas les preuves devant un tribunal. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça me vient de commenter le témoignage d'Alexander qui était très intéressant, hein, sur les lanceurs d'alerte. C'est la différence entre les vrais complots et les théories du complot, ou ce qu'on appelle les complots, disons, faux ou disons peu plausibles. Moi, j'appelle, pour bien fixer les choses, je fais la différence entre la religion du complot, c'est-à-dire croire à des complots sans preuve suffisante sur des coïncidences, des sites internet alternatifs, ce qu'on appelle des données erratiques, c'est-à-dire des anomalies apparentes de la version officielle. C'est bizarre parce que la tour s'est effondrée de telle façon, etc. C'est peut-être un complot, mais ça peut être tout autre chose. Donc, c'est pas du tout une preuve du complot. Et donc, la religion du complot, c'est de croire à tous ces complots, justement, et la croyance en un complot renforce la croyance aux autres parce qu'ils sont tous pourris, ils sont corrompus, etc. Donc, ça, c'est vraiment la religion du complot. Et il
faut bien distinguer quand même la science du complot. Je le dis comme ça pour bien distinguer les choses, c'est-à-dire l'enquête journalistique qui apporte des preuves du complot, parce qu'on peut prouver l'existence d'un complot par des preuves directes et non pas des données indirectes, des éléments qui peuvent faire penser à un complot. Donc les preuves directes, c'est des aveux, c'est des documents, c'est des choses comme ça. Et ce dont parle Alexander, c'est très intéressant parce que lui, justement, le lanceur d'alerte, c'est un scientifique du complot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit, bon, attention, tout ce que je vais dire, je dois le prouver. Et ça, effectivement, les vrais complots influencent aussi le complotisme, hein, bien sûr, parce que même si c'est de nouveau un raisonnement qui est faux ou qui est pas scientifique, pendant la pandémie, on a entendu, moi j'ai entendu plein de fois sur les réseaux conspirationnistes, que Pfizer a été condamné 12 fois par la justice et a dû payer des milliards de dommages et intérêts dans l'histoire. Et c'est sans doute vrai, mais c'est pour je me suis un peu renseigné, c'est des pratiques commerciales frauduleuses, donc ce n'était pas non plus des médicaments empoisonnés. Mais de là, on comprend bien que les gens croient, se méfient, mais en fait, on peut pas, hein, il faudrait prendre en compte aussi tous les médicaments qui fonctionnent de chez Pfizer et tous ceux qui n'ont pas eu de problème, qui sont, je l'espère, en grande majorité. Et donc, voilà, pour se faire un avis sur un nouveau médicament Pfizer, il faut évidemment prendre en compte pas seulement les quelques cas problématiques. Mais on voit bien ce raisonnement, cette inférence un peu exagérée à partir de Carrel. Et voilà, donc bien sûr qu'il faut, la science du complot, il faut des contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait des surveillances des médicaments, il faut que ce soit indépendant, une science indépendante des intérêts financiers. Ça aussi, c'est une réponse au complotisme, aux fake news, qui est institutionnel, mais qui existe déjà. Hein, dans nos démocraties, ça fonctionne encore. Pendant la pandémie, je n'ai pas arrêté de rappeler aux gens, aux conspirationnistes, qu'il y a chaque mois ou chaque semaine, il y a des procès contre les grandes entreprises, contre les politiciens, politiciennes, contre les scientifiques, des fois qui fraudent. Donc voilà, il y a aussi ça. Mais effectivement, ça c'est intéressant de le rappeler. Alors Alexander. Ouais, je voulais répondre aussi sur la partie russe. J'ai été assez étonné de voir une étude montrer que le tropisme pro-russe était déjà présent avant dans la sphère anti-vax. Et donc il y a eu une étude qui est sortie qui avait regardé ça, qui avait regardé si c'était dans le sens je suis anti-vax, donc je deviens pro-russe et anti-Ukraine, ou est-ce que j'étais déjà pro-russe et ensuite, je suis devenu anti-vax en quelque sorte. Et en fait, il y avait, ça s'est passé un petit peu dans l'autre sens, en partie, hein, c'est pas, les deux sens sont possibles évidemment. Et il y a quelque chose qui est intéressant, je pense qu'il y a, alors moi j'ai vécu ça déjà au mouvement des Gilets jaunes. J'entendais souvent la phrase, je vais juste la dire. Tu sais, Alex, RT et Sputnik, c'est les seuls qui parlent des violences policières. Donc, il y a une sorte de confiance en un média qui est celui qui nous défend face à un déni institutionnel, face à une violence institutionnelle qu'on perçoit. Et puis, notre allié, finalement, c'est RT et Sputnik. Donc évidemment, RT et Sputnik sont des organismes qui relaient une stratégie russe, hein, qui relaie de la désinformation. Sur l'affaire Skripal, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont servi à faire un brouillard de guerre. Je pense que ça peut répondre aussi un peu à leur manière de faire. C'est-à-dire qu'il y a une technique de fake news qui consiste non pas à avoir comme objectif de faire croire à son narratif, mais l'objectif est uniquement d'embrouiller les choses à tel point que personne ne cherche à savoir la vérité, parce qu'on a quelque chose à cacher. Si je suis un comploteur, si je fais quelque chose de grave, je vais essayer de faire en sorte que personne ne cherche la vérité pour pas être inculpé. Sur l'affaire Skripal, typiquement, il y a eu des tas de narratifs qui sont sortis, dont l'objectif semblait davantage Alexandre, être... ouais. vous pourriez rappeler ce que c'est que l'affaire Skripal? Ah oui, l'affaire Skripal, alors c'est l'affaire d'un espion en Russie, quelqu'un qui était dans les services d'espionnage russes, qui a trahi la Russie, qui a été échangé dans un programme d'échange avec l'Occident et qui a eu le droit de vivre une retraite, on va dire, malgré ce qu'il avait fait en Angleterre. Et en échange d'espions russes qui ont pu faire leur retraite en Russie, quoi. Voilà. Et donc, cette personne a été empoisonnée à l'agent neurotoxique. De l'agent neurotoxique était placé sur une poignée de porte par 2 agents russes qui ont été identifiés par Bellingcat, agence de renseignement open source. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les narratifs étaient de l'ordre de les 2 personnes qu'on a vues sur les vidéos, c'était des coachs sportifs, un couple gay. Ils sont passés sur RT pour se présenter comme un couple homosexuel. Je pense que c'était une provocation en même temps de la part de RT, hein, qui était un couple homosexuel, qui étaient des touristes qui passaient par là, ils n'ont rien à voir, etc. Enfin, il y avait plein de narratifs qui sont sortis et des narratifs contradictoires les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'un coup, c'était pas un empoisonnement. C'est inventé par les médias occidentaux anti-russes.
Et puis un coup, c'est un empoisonnement qui est dû à Porton Down, la base militaire qui se trouve juste à côté. C'est une base militaire secrète anglaise, hein, qui bossait sur les agents neurotoxiques, qui se trouvait à côté. Donc, ils inventaient différents narratifs contradictoires les uns avec les autres. Et on a vu ça aussi avec le conflit en Ukraine. Il y avait beaucoup de narratifs contradictoires les uns avec les autres. Et je pense que donc dans cette guerre de l'information, il y a aussi la Russie qui a joué sur les vaccins, qui a cherché à promouvoir Sputnik et de ce fait a même payé. Il y a des campagnes qui ont été révélées, hein, où ils ont payé pour avoir des influenceurs qui font la promotion du vaccin russe ou qui critiquent Pfizer et Moderna, par exemple. Donc la sphère anti-vax avait déjà des soutiens de la part de la Russie qui avaient des intérêts derrière par rapport à son vaccin Sputnik. Et des choses qui ont été établies, qui ont été montrées. Donc je pense que c'est également ces choses-là qui ont favorisé ce glissement des anti-vax vers le camp complotiste sur l'Ukraine, ou uniquement pro. Et parfois, c'était même pas des théories du complot, c'était uniquement un avis politique, hein. Faut pas, mais il y en a qui gobaient complètement la désinformation russe et qui la recrachaient telle quelle. Et je pense que cette disposition à la recracher, c'était à la fois, donc ça participe de cette défiance envers les institutions, où on a trouvé un allié russe qui pratiquait en fait de l'astroturfing, hein, principalement, hein. Donc il faut bien comprendre ce que c'est l'astroturfing, hein. C'est quand il y a deux camps déjà opposés, qu'on va exciter l'un et l'autre artificiellement. Les Russes ont même réussi à créer, entre antifascistes et fascistes, ils ont créé des faux comptes sur les États-Unis. Il y a eu une manifestation fasciste avec des antifascistes qui sont venus, ils sont limite à se battre, et tout était organisé depuis des comptes russes. Enfin, sur les gilets jaunes aussi, les Russes ont fait de l'influence. Ils ont les comptes les plus influents sur le hashtag gilet jaune. Il y a alors c'était juste sur un blog, hein, c'est une étude qui a été faite avec Twark et Gephi, qui sont des outils d'analyse de réseau, qui ont montré que le hashtag gilet jaune c'était des comptes basés en Russie qui étaient les plus visibles sur le hashtag gilet jaune dans une période de temps de, je sais plus, 8 heures d'études, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est intéressant parce que du coup, on voit que des intérêts parfois d'État ou des vrais, c'est vraiment des complots en quelque sorte, mais parce que c'est des choses qui sont faites, hein, par des États, vont créer une sorte de groupe de confiance et vont avoir effectivement des conséquences ensuite sur les positionnements, par exemple sur l'Ukraine. Donc j'espère que j'ai répondu à la question, mais je trouvais ça intéressant comme question et d'apporter ces éléments-là aussi. Alors justement, sur ces États qui désinforment, on a des études, Stéphanie ou Pascal, sur les stratégies qu'ils utilisent, parce que ça remonte quand même, ça remonte pas à hier. C'est pas, ils sont pas nés avec la crise de la Covid. L'arrivée de RT Today et de Sputnik en France, ça remonte quand même à une bonne dizaine d'années déjà. Donc, on est sur quelque chose qui est ancien. On a même l'impression presque que on a complètement oublié l'Empire soviétique en 1989 quand le mur de Berlin est tombé et tout le monde a été très content et on s'est dit c'est fini, il n'y a plus de problème, tout est réglé. Et puis il restait quand même un État fort autour de Poutine de ce qu'il a créé, qui a continué à faire les mêmes techniques on va dire en les optimisant grâce aux réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a un continuum entre depuis 89 justement sur ces stratégies de désinformation par un État comme la Russie? Moi, je dirais que la propagande en fait existe depuis toujours, hein, entre États, et les fake news stratégiques par les gouvernements, ça c'est pas du tout nouveau. Mais effectivement, ce qui est nouveau, c'est grâce à Internet, comme l'a dit Alexander, de pouvoir justement influencer des groupes WhatsApp ailleurs, aux États-Unis eux-mêmes, ça c'était pas possible. Mais avant, la propagande ou les bulles de filtre existaient aussi. En France, il y avait il y avait le journal communiste et il y avait le journal catholique. Donc, eux avaient des points de vue complètement opposés qui étaient aussi de la propagande. Et donc, il y avait aussi des bulles de filtre entre ceux qui lisaient. Voilà. Simplement, maintenant, avec Internet, il y a encore plus de cette possibilité-là et ça touche. On peut même mener des actions dans les pays ennemis. Donc, c'est vrai qu'on le voit maintenant avec la guerre, hein, entre les hackers russes, ukrainiens, etc. Donc,
C'est ça qui est Je- beau. Petit instant culture de 2 secondes. Il y a la bataille de Kadesh que je trouve historiquement intéressante. Je ne sais pas si vous la connaissez. En Égypte, avec Ramsès II qui a inventé une fake news, qui a perdu une bataille en fait, et qui a qui a dit je l'ai gagné, qui est rentré chez lui en disant qu'il avait gagné. Il a payé très cher un tribut et puis il a fait croire à sa population qu'il avait gagné la bataille. Pour ceux qui veulent vérifier. Oui, bien sûr. Et puis, juste une seconde pour répondre à cette étude. Je connais l'étude là sur le fait que les pro-russes, avant la pandémie, sont devenus anti-vax. En fait, la raison, c'est l'anti-américanisme. Ça, depuis toujours, les théories du complot, 11 septembre, c'est anti-américanisme très fort à l'extrême gauche et encore plus à l'extrême droite. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on l'explique. Alors, on a une question de Marion Lagneau. Marion, je te passe tout de suite la parole. Marion est médecin. Tu peux mettre ta caméra et te présenter. Bonjour, donc Marion Lagneau, je suis en effet médecin et je fais partie du groupe des No Fake Med, groupe qui lutte contre les dérives et la désinformation en santé. On a du travail. Je voulais vous poser la question de l'argent, parce que vous ne parlez pas du tout d'argent. Or, sur tous ces groupes, Olivier, tu évoquais un célèbre avocat. On demande aux gens de cotiser et de participer financièrement. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui est un gros facteur d'accrochage aux théories du groupe et d'absence de recul en arrière? Une fois qu'on a commencé à cotiser, d'abord peut-être on vous en demande de plus en plus, et en plus vous êtes lié par ce financement pas forcément important, mais il y a quand même beaucoup d'argent aussi qui est en jeu dans ces groupes, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? On a un célèbre avocat et un célèbre crudivore qui a fait la même chose et qui en a Oui. fait un empire. Oui, Un empire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la question de l'argent dans tout ça? Est-ce que c'est un monde de bisounours avec des bisounours noirs et des bisounours blancs, ou est-ce que quelque part, ou est-ce que c'est un courant particulier qui est celui de l'exploitation cynique de la fake news pour faire en sorte d'en faire un business? Au niveau du business, je pense que ça peut être intéressant, vu qu'on parle des no fake med, d'aller même au-delà, parce que quand je prends un journal télévisé quelconque, que je regarde voilà, de 20h à 20h45, je vois passer énormément de business no fake med, enfin fake med en quelque sorte. Il y a des gens il y a parfois la médecine naturelle, la tisane, le machin, passent discrètement dans tel ou tel reportage, dans telle ou telle chose. Donc effectivement, il y a tout un business sur le jeûne aussi, par exemple. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent en proposant des stages de jeûne, etc. Donc il y a déjà dans notre société en général, c'est quelque chose qui est généralisé, qui n'est pas spécifique des anti-vax ou des gens qui manipulent, etc. L'argent peut être un moteur chez certains, mais je pense que ce n'est pas, c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes chez lesquelles c'est pas du tout un moteur. Les avocats, effectivement, quand ils font des procédures collectives, ça on a chiffré un petit peu. Je pense au cabinet Legvac. Je m'avance pas là, je parle d'un article du Monde. Pas de risque de diffamation et de danger. Il a été pointé par l'article du Monde pour ces procédures collectives. Ils font des procédures collectives qui sont, moi, ça me paraît extrêmement bizarre qu'un avocat propose, en fait, non pas à un client de poursuivre quelqu'un ou quelque chose, mais qu'il propose une formule à 3 € par mois ou à 5 € par mois à un grand ensemble de personnes. Donc, c'est omniprésent dans les réseaux. Moi, comme j'étais quand je suis intervenu dans les médias Gilets jaunes, c'est omniprésent. C'est-à-dire que quand j'interviens quelque part, il y a sur les commentaires tout le temps au moins 4, 5, 6 personnes qui disent procédure collective machin, plainte pour truc, plainte pour ci, plainte pour ça, venez donner cagnoter. Donc l'argent est effectivement un moteur pour certains, mais je pense qu'ils ne sont pas c'est pas le seul moteur, c'est un des moteurs pour certaines personnes. D'autres ont d'autres intérêts. Certains beaucoup sont sincères aussi, hein. Il faut pas sous-estimer la sincérité d'une personne qui se fait avoir par des scientifiques de renom. Je pense que ce qui est particulier dans notre crise sanitaire, c'est justement qu'il y ait des personnes qui normalement auraient dû servir d'autorité compétente, qui auraient dû servir de référents scientifiques, qui ont dysfonctionné. Quand un directeur d'hôpital, un directeur d'institut, etc., normalement, la population doit lui faire confiance. On devrait dire, lui, j'ai plus confiance en lui qu'en Alexander Samuel, prof de maths.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'autour de de cette conférence, il y a consensus que Alexander Samuel, prof de maths, a dit moins de bêtises qu'un certain directeur d'institut marseillais. Et c'est pas normal, en fait, en quelque sorte, parce que, c'est l'opposé de ce qu'on prêche enfin, «on prêche» entre guillemets, hein. C'est l'opposé puisque normalement on devrait, se reposer sur des sources fiables et je pense donc qu'il y a au-delà de ces phénomènes, là, également, des personnes qui ont dysfonctionné, des dysfonctionnements plus institutionnels à d'autres échelles que uniquement ça et je ne sais pas si pour ces personnes le moteur était l'argent. J'ai aucune idée. Mais si je peux ajouter, en fait, je voyais l'argent, même une petite somme, comme une théorie de l'engagement. En fait, c'est un peu le principe de l'engagement. C'est-à-dire que même une petite action vous engage beaucoup plus au-delà de cette petite action initiale. Donc, C'est c'est peut-être aussi une façon d'engager les gens et de les diriger, de diriger leur psychisme vers plus d'engagement, d'avoir mis ce pied dans la porte. Oui, bien sûr. d'expérience personnelle. Ouais, vas-y. Pardon, oui, on étudie beaucoup en psychologie sociale, c'est ces escalades d'engagement. Donc, on décrit aussi le complotisme comme une forme d'emprise sectaire, très clairement, parce qu'il y a des stades. Hein. D'abord, on peut avoir quelques doutes ou quelques méfiances envers le système, ne pas aimer, être obligé de faire ceci, cela. Il y a des gens qui étaient contre les mesures tout simplement parce qu'ils n'aiment pas être obligés de faire quoi que ce soit. Donc, ce n'était pas une question de scientifique ou de vaccin ou de quoi que ce soit, c'est juste qu'ils n'aiment pas être obligés. Donc il y a un stade léger, mais après, certains collègues ont parlé d'un parcours, d'un voyage spirituel dans les complots, parce que vous posez quelques questions sur une version officielle comme le 11 septembre, et à l'époque sur YouTube, vous tombiez sur des centaines de vidéos conspirationnistes et sur d'autres sujets ensuite. Donc ça, et comme je l'ai dit, la croyance en un complot renforce la croyance dans les autres, donc il y a vraiment cette pente glissante qui amène de plus en plus de complotisme. Et ensuite, il y a ce moment qu'on parle de rupture sociale, c'est-à-dire on commence à couper les ponts avec sa famille, ses amis, parce qu'il y a trop de conflits, hein, puisqu'on croit à tous les complots et les autres ne croient pas, et on rejoint le groupe. Donc là, il y a vraiment ce qu'on appelle la conversion, hein, ou awakening, donc le réveil, où tout à coup on coupe les ponts, et ça c'est dans toutes les sectes, c'est pareil, hein, il y a ce moment où tout à coup vous lâchez vos groupes sociaux antérieurs pour adhérer au groupe. Et là, il y a des leaders dans ce groupe social complotiste. Et là, effectivement, moi, je ne parlais pas d'argent ni des gens qui sont très éduqués, parce que moi, j'étudie en fait les gens qui croient, donc la population générale. Donc là, il y a ces tendances statistiques que les gens plutôt en bas de l'échelle sociale, mais c'est des grosses tendances. Et Alexander se demandait pourquoi. Il y a plein de raisons possibles. Hein. Il y a effectivement ce manque de reconnaissance, le manque de contrôle politique. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. La globalisation, hein, le fait qu'on n'a plus le sentiment de maîtrise sur son environnement, tout ça, c'est des raisons qu'on a pu étudier. Donc ça, c'est très clair qu'on a ça. Mais au niveau des leaders, alors c'est très différent. Sont effectivement ont des niveaux d'éducation assez élevés et il y a une motivation de faire de l'argent parce que les fake news et les théories du complot peuvent vous rendre millionnaire ou milliardaire. Ça, il y a des exemples. Et même sans parler d'argent, il y a cette espèce de reconnaissance sociale. Un de mes amis Facebook, il est devenu, voilà, tout le monde l'écoute, il a des centaines de likes quand il pose des choses alors qu'il n'avait aucune audience avant la pandémie. Donc, il y a un bénéfice psychologique aussi de cette entrée en secte complotiste, c'est que ce qu'on appelle le besoin d'unicité. Il y a des études qui montrent que plus on a un besoin d'être unique et plus on croit aux théories du complot parce que ça vous donne aussi tout à coup la lumière, comme toutes les sectes. Hein. Vous avez entendu ces références religieuses. Nous, on est les éclairés, les autres, c'est les moutons qui sont dans l'obscurité. Donc il y a cet aspect que tout à coup on sait la vérité et pas les autres. Et ça, c'est un bénéfice psychologique énorme et qu'on va partager socialement. Et ce qui fait que le complotisme est très difficile à un certain stade, hein, comme toute secte, c'est très difficile de le quitter. Parce qu'il faut non seulement rompre avec le dernier groupe social qui nous reste, mais aussi admettre qu'on s'est trompé pendant des années et que tous ces engagements d'argent, de partage d'informations ou de participation à des conférences, etc., tout ça a été faux. Et c'est extrêmement difficile de quitter une secte. Et c'est la même chose pour le complotisme. Stéphanie, cette question de l'argent, vous l'avez étudiée, vous avez regardé un peu? Vous êtes en mute. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Oui, justement, en fait, j'allais rebondir justement avec la théorie de l'engagement. En fait, pour moi, en tout cas en communication, c'est assimilable à un effet de gel, c'est-à-dire que comme si on levait la main, hein, chez Carl Lewin en psychologie sociale, finalement, les individus, en donnant même ne serait-ce qu'une petite somme, ils vont se sentir engagés dans une communauté.
Mais je voulais rebondir aussi sur la notion de leader. En fait, ça, c'est quelque chose qui a fortement changé, que j'ai étudié. En fait, j'ai publié un livre d'ailleurs sur ça, sur l'influence des leaders d'opinion. Et qu'en fait, actuellement, avec les réseaux sociaux numériques, n'importe qui peut devenir leader d'opinion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compétences spécifiques. Il suffit juste, en fait, d'essayer d'attirer des membres du groupe pour avoir une certaine position de leadership. Et c'est ce qu'a rendu possible, en fait, les réseaux sociaux numériques, parce qu'il faut savoir qu'ils ont été conceptualisés avec une forte idéologie, celle du Web 2.0, qui est une idée de la démocratie participative. Donc, c'est-à-dire que finalement, tout le monde est au même niveau, quelles que soient leurs compétences, on a tous la possibilité de devenir leader à un moment donné dans le débat, dans l'espace socio-numérique. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette question-là. Moi, j'ai pas étudié l'argent précisément tout simplement parce que je me suis intéressée surtout aux gens, en fait, de ce qu'ils faisaient sur les réseaux, et notamment les personnes qui se réinformaient, mais qui n'avaient pas forcément un but pécunier dans cette réinformation-là. Mis à part ce blog de F de Souche qui génère quand même pas mal de vues et qui est devenu vraiment un véritable business à part entière. Mais il est vrai que la plupart du temps, en fait, ce qui a le plus d'influence, contrairement à ce qu'on peut penser, alors certes, c'est assez impressionnant de se dire telle ou telle personne a autant de followers, etc. Mais en fait, quand on compare les deux, comme ce que j'ai pu faire avec les médias et aussi certains influenceurs, eh bien, en fait, c'est l'interaction sociale qui génère le plus d'influence, c'est-à-dire le fait de repartager, de commenter, etc. C'est ça qui va créer la plus grande viralité. Donc effectivement, il peut y avoir une question d'argent au départ, mais ensuite, les personnes qui partagent le plus ce genre d'informations, elles sont complètement déconnectées de ces logiques pécuniaires. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte dans l'étude des fausses informations. Et c'est pour ça que je pense que le travail d'Alexander sur l'éducation aux médias, il devrait être en fait poussé jusqu'au travail sur le fonctionnement des réseaux sociaux numériques et surtout la circulation de l'information. C'est-à-dire qu'est-ce que ça fait quand telle ou telle personne va partager. En fait, c'est pas du tout anodin un partage de contenu parce que ça va être vu par plusieurs personnes, voire faire effet boule de neige. Donc ça, c'est quelque chose que, même si on légifère, même si on fait des lois, finalement, il faut vraiment inclure, pour moi, la responsabilité des utilisateurs à la manière d'un mode d'emploi, en fait, des réseaux sociaux numériques. Ça veut dire qu'on pourrait faire une loi pour dire si vous véhiculez de l'information fausse ou de la fake news, vous êtes d'une certaine manière, d'une certaine forme de délinquance? Pas aller jusque-là, mais en tout cas, déjà, je pense qu'il serait important de former les gens aux plateformes, c'est-à-dire voilà, comment elle circule, cette information, et qu'est-ce que ça peut produire comme effet lorsque je partage un contenu. Parce qu'encore une fois, la plupart des utilisateurs, en fait, n'ont même pas conscience de ce que ça peut faire quand ils partagent un contenu. Donc, pas forcément passer tout de suite par la punition, mais plus par l'éducation, déjà, dans un premier temps. Oui, j'ajoute que la prévention est mieux que la répression dans tous les domaines de la délinquance. Non, mais en France, on aime bien, on est dans la société du soin, on n'est pas dans la société de la prévention. C'est très nouveau d'avoir un ministre de la Santé qui est ministre de la Santé et de la prévention. C'est vraiment une notion qui est presque révolutionnaire quand on est professionnel de santé. Donc, c'est vrai que pour le moment, ça fait 200 ans qu'on est dans une culture du soin. Le reste, après, voilà. Enfin, c'était une opinion personnelle. Alors, on avait une question de Younes. Oui, mais je savais. Et puis ensuite, Younes. Alors, je ne savais pas si vous m'entendez. Oui. Je ne sais pas si j'avais le temps de la poser ou pas. J'avais une question peut-être un petit peu provocatrice qui concerne les personnes qui croient fermement en ces fake news, ces théories du complot. Je l'adresse aux intervenants, mais aussi aux médecins qui sont dans la, peut-être psychiatres, qui sont dans la salle virtuelle. Et est-ce à quel moment on fait la différence entre une situation normale et une situation... Est-ce que ça peut devenir pathologique, en fait? C'est ça ma question.
Oui, alors je peux répondre plus de point de Psychologie derrière tout ça. Oui, donc dans les études en psychologie, en fait, il y a aussi les traits de personnalité qui sont liés aux croyances Ouais, du complot. Hein. Il y a des traits plutôt normal. paranoïdes. Très intéressant. Un peu confus, mais bien. J'ai oublié de débrancher ce micro. Oui, alors je disais, dans les études en psychologie, il y a un aspect de la personnalité normale, pathologique, dans les croyances. Des croyances, c'est les gens qui croient aux théories du complot sont en moyenne un peu plus anxieux, ont quand même une vision du monde assez négative, donc ils se méfient même de tous les êtres humains en général. Ils ont une vision plus cynique, un peu plus machiavélique de l'existence, et donc ils la transmettent aussi à leur vision des gouvernements, des scientifiques, des journalistes, hein, ce qui est aussi de nouveau un peu logique. Et donc, il y a cet aspect-là, mais on ne parle pas de psychiatrie parce qu'on parle de paranoïa normale ou de schizotypie, c'est la schizophrénie normale, c'est-à-dire c'est des sentiments que l'on peut toutes et tous avoir de nouveau quand on marche dans la rue et qu'un petit groupe de personnes se met à rire quand vous passez, tout le monde va se poser la question, est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi? Donc ça, c'est la paranoïa normale, entre guillemets, on se demande si les autres nous en veulent ou pas. Mais évidemment, c'est plus prononcé chez certaines personnes que d'autres, de se dire que les autres nous en veulent, nous observent. Et ça, on voit que c'est lié aux théories du complot assez faiblement, mais il y a quand même un lien constant. Donc je dirais, il y a des traits de personnalité un peu pathologiques, aussi le narcissisme qui va avec ce besoin d'unicité dont j'ai parlé avant. Il y a des traits un petit peu psychologiques comme ça qui attirent aussi vers ces croyances, mais ce n'est pas de la psychiatrie. Par contre, les grands paranoïaques ou les grands schizophrènes sont complotistes. Hein, ça, c'est un lien dans l'autre sens, ça va très bien. Puisque finalement, la paranoïa, c'est le complot de tout le monde, y compris votre famille et votre médecin qui complotent contre vous. Donc, c'est le complot de tout le monde contre soi-même. Voilà. Je peux t'expliquer C'est le fonctionnement des Savonarols, ça. Mais là, on est passé dans la psychopathologie pure. On a une question d'Adèle. Adèle Mebarki. Adèle fait un travail. Explique-nous un peu ce que tu fais, Adèle, parce que je trouve que c'est bien que j'ai une profonde admiration pour Capcom. Bonjour Olivier, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais mettre un peu de contexte pour expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, on est spécialisé en analyse des réseaux sociaux, un peu comme les outils qui avaient été cités par Alexander. Alors, on est très centré science et santé, donc on est issu de l'évaluation du médicament, donc on a une dimension très scientifique et très santé, pas uniquement santé d'ailleurs. Et depuis le début du ou de la Covid, je ne rentrerai pas dans ce débat linguistique, mais on s'est beaucoup intéressé à la désinformation, notamment parce qu'il y a eu un impact médical fort. Alors, le premier impact médical qui ressort, c'est la vaccination. Vous en parlez depuis tout à l'heure, notamment sur la couverture vaccinale. Mais on s'est rendu compte, en fait, on a fait des analyses pour essayer de comprendre la viralité de l'information, un peu, mais d'un point de vue vraiment des plateformes et comment l'information transite et quel type d'acteur dans une phase de désinformation est impliqué. Donc, on retrouve les mécanismes qui ont été un peu cités, donc l'astroturfing, des faux comptes qui sont programmés pour tweeter du contenu particulier ou retweeter du contenu particulier. On retrouve un peu les schémas que vous avez exactement précisés, où en fait, certains faux comptes qui sont exprimés sur la vaccination, on les retrouve autour des questionnements autour de la guerre en Ukraine, on les retrouve autour de questionnements autour de certains partis politiques. Et moi, il y a un sujet, enfin, nous, notre enjeu, enfin, notre ambition à terme dans un projet de recherche, c'est de pouvoir identifier précocement une campagne de désinformation et la pré-bunker ou la débunker au plus tôt, de sorte d'éviter la contagiosité. En fait, un peu comme un R0, essayer d'identifier un R0 de la désinformation et derrière de lutter le plus vite possible. Et on compare beaucoup ce qu'on observe dans la désinformation, notamment sur l'hésitation vaccinale. Donc, dans la vaccination, on parle d'hésitants vaccinaux, de pro-vax ou d'anti-vax. Et très souvent, dans les études, on se rend compte que sur la vaccination, sur les anti-vax, passer un certain temps, passer une certaine croyance, c'est extrêmement complexe de les faire sortir de ces croyances-là. Et je me demandais, en fait, est-ce qu'il y avait une sorte
degré d'exposition à la fake news qui fait qu'on n'arrive plus à convaincre, on n'arrive plus à ressortir la personne de ce phénomène de désinformation. Je pose la question parce que j'aime beaucoup, j'ai fait une étude, on avait regardé une étude qui nous intéressait beaucoup, qui était sur, au début de la première élection d'Emmanuel Macron, il y a eu une fake news sur Brigitte Macron et le fait que ça soit un homme. Et on se rend compte qu'en fait, on est en 2022, donc 5 ans plus tard, et on a des gens qui sont persuadés encore aujourd'hui que Brigitte Macron est un homme. Et je me demande, est-ce qu'il y a un seuil en fait, d'exposition ou un seuil temporel qui fait qu'on on peut ou on ne peut pas sortir de ce phénomène-là? Qu'est-ce qui peut répondre? Stéphanie, Pascal, Alexander? Je peux répondre sur l'aspect d'immunisation contre la réfutation des croyances en général. Hein. C'est effectivement au-delà d'un certain seuil qu'on ne peut pas quantifier vraiment, mais au-delà d'un certain seuil, les croyances deviennent complètement irréfutables. Et c'est le critère popérien pour distinguer les croyances de la science. Et effectivement, ça peut fonctionner. Alors, il y a d'autres problèmes avec ce critère, mais et là, par exemple, un créationniste convaincu, si vous lui montrez des ossements de dinosaures qui ont des millions d'années d'existence, il va vous dire mais c'est Lucifer qui les a mis là pour vous faire croire que. Donc voilà. Après, et le complotiste aussi extrême, là aussi, on ne peut plus rien faire. Moi, on m'a dit des fois, mais combien tu touches du gouvernement ou vous êtes en mission commandée? Et là, je leur ai dit, ouais, alors soit vous êtes un lanceur d'alerte et vous avez raison et moi, voilà, vous m'avez découvert, soit vous êtes dans un état de paranoïa assez avancé et puis moi, je sais laquelle des deux options est la bonne, mais pas vous. Donc, mais effectivement, là, voilà, les croyances deviennent complètement irréfutables. Alors, il y a quand même une technique à ce moment-là pour essayer, si vous avez un proche qui est assez fortement dans ses croyances et qui, justement, on ne peut plus tellement en discuter rationnellement, c'est ce qu'on appelle l'entretien épistémique. Donc, si jamais il y a des vidéos sur Internet, c'est très intéressant. C'est un peu un dialogue socratique où vous ne prenez pas position sur la croyance, mais vous dites quelle est ta méthode pour arriver à tes croyances. Donc, vous ne jugez pas. Moi, je vous dis comme si vous étiez agnostique sur sa croyance et vous dites quelle est sa méthode. Et habilement, quand il vous donne sa méthode, vous essayez de lui suggérer qu'avec telle méthode, il pourrait croire des choses que lui considère comme fausses. Et là, la personne fait elle-même le travail de se dire oui, c'est vrai que de douter de ses méthodes. Alors, je suis aussi gardien du temps, donc cette première table ronde est extrêmement riche. On a beaucoup de questions. Je vais prendre une dernière question parce que c'est Yves Juillet et que Yves représente un peu les académies aussi. Donc, à ce titre-là, je trouve que la sensibilisation des académies est quelque chose d'important. Je trouve qu'on n'a pas... D'ailleurs, il faudra qu'on pose la question dans la deuxième table ronde du rôle des autorités morales ou autres, pour faire en sorte est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle? Parce que je trouve qu'elles n'en ont pas joué beaucoup. Et puis on reviendra, il y a Robic et il y a André Tanti qui ont demandé aussi des questions. Si ça ne vous dérange pas, on fera ça dans la suite de la deuxième table ronde. Yves? Oui, merci beaucoup Olivier. Donc, je m'appelle Yves Juillet, je suis membre des académies de médecine et de pharmacie. J'interviens à titre personnel, mais simplement pour information, l'Académie de médecine vient de sortir un rapport sur la perception du risque médicamenteux dans le public et le rôle des médias. Donc on arrive assez rapidement, et d'ailleurs au cours des auditions que nous avons faites, nous avons entendu un certain nombre de gens qui ont dit un peu les mêmes choses que ce qu'on vient d'entendre. Ma question élémentaire est peut-être précoce dans le débat, mais c'est la suivante. C'est que vous avez expliqué tout ce qui se passe, mais ma question c'est quel est le degré d'awareness des pouvoirs publics en France en particulier sur ces sujets? Est-ce qu'ils ont un système de veille sérieux? Est-ce qu'ils travaillent en relation avec vous, avec quelqu'un comme Stéphanie, par exemple? Est-ce que, à partir de ces systèmes de veille, s'il existe, il y a des idées qui se développent pour essayer d'avoir une attitude proactive? En principe, notre président de la République est quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à penser qu'il puisse être proactif sur ces sujets, ou des gens qui travaillent avec lui. Quelle est votre information sur ces points? Je peux peut-être commencer par répondre. Oui. Donc effectivement, moi je trouve qu'il y a alors c'est mon avis évidemment d'universitaire, mais que partagent beaucoup d'enseignants-chercheurs également, c'est qu'il y a beaucoup de lacunes en fait concernant la diffusion, la circulation de l'information, tout simplement parce que on a du mal finalement à intégrer la nouvelle discipline que sont les sciences de l'information et de la communication.
Et donc, on préfère faire appel parfois à la sociologie, qui n'est pas forcément spécialisée dans ces questions-là. Et c'est pour cela aussi que parfois, on a finalement, on n'a pas, enfin, on a un rapport avec un compte rendu, avec un état des choses, mais finalement peu de solutions à apporter. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc, comme on a pu le voir avec les propositions finalement de législation sur les réseaux sociaux numériques, alors que finalement on pourrait essayer peut-être de se rapprocher des personnes qui analysent véritablement ces plateformes-là d'un point de vue communicationnel et surtout d'un point de vue médiatique, parce que c'est là aussi tout l'enjeu. C'est vraiment de relier à la fois les médias et la communication de l'information sur ces plateformes, selon moi. Et puis, il faut rappeler aussi que voilà, notre système est tel que effectivement, on n'a pas forcément de chercheurs, en tout cas en sciences humaines et sociales, au gouvernement. Donc, c'est un peu compliqué, en tout cas, nous, en tant qu'universitaires, de faire passer certaines observations hein, et puis certaines thèses même. Il est vrai que parfois, il y a une sorte d'incompréhension de la part des pouvoirs publics. Je crois que c'est vraiment le sujet. C'est un sujet qu'on va poursuivre justement dans la deuxième table ronde également. Il y a une vraie carence sur ce plan-là. On a eu la chance d'avoir le travail de la commission de Gérald Bronner qui a été demandé justement par le président de la République, et on a la chance d'avoir avec nous Laurent Cordonnier qui a été membre de cette commission. Mais c'est une initiative au long cours pour en avoir parlé avec Vaccination et Lien Social, par exemple, au cabinet du précédent ministre de la Santé. On a senti un accueil courtois, mais absolument pas intéressé par le fait d'aller investir du temps ou des moyens sur la lutte contre les fake news, par exemple, et en particulier dans le domaine de la vaccination. Donc ça va faire l'objet également de notre deuxième table ronde. Écoutez, Stéphanie, Pascal et Alexander, restez avec nous. Je vous passerai des questions également au fur et à mesure.